Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle masterclass du Whisky Live 2022. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexandre Gabriel, propriétaire, maître de chai, maître assembleur de la Maison Ferrand et de Rhum Plantation, qui va nous parler justement aujourd'hui de plantation. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci bien, ça fait plaisir d'être là. Alors, je vais peut-être descendre, c'est pas top pour l'éclairage, je m'excuse auprès des caméras, mais j'ai tendance à, quand je pense à des trucs, pas savoir où je marche. Ça fait rire mes enfants parce que je tombe souvent. Et là, si je tombe ici, comme j'ai toujours la tête ailleurs, et c'est un sport que de se moquer de moi, mais là, je voudrais quand même pas faire un vol plané. Ça m'est arrivé une fois à Moscou et je m'étais fait mal. Donc, je vais descendre, je monterai peut-être de temps en temps. Ça me fait plaisir de voir toutes et tous. Je pense qu'on en a un peu marre du Covid. Et vous savez, à la distillerie, on a toujours des gens qui viennent nous voir. Et avec le Covid, il y avait le soir, on est toujours, j'ai des amis ici qui sont là depuis toujours, qui font presque partie de la famille ou font partie de la famille. Et là, pendant le Covid, il y avait Déby le chat et moi, et ça fait vraiment plaisir de voir des gens. Et on va vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très cher pour moi. Vous connaissez peut-être la marque Plantation. Au départ, on a commencé. Plantation, c'est une superbe aventure pour moi et mon équipe, pour mon équipe et moi. En 1999, on lance 3 expressions sur une base de négoce. On choisit les fûts qui nous font plaisir. Je travaillais à l'époque avec des maîtres distillateurs des Caraïbes et on échangeait. Les fûts, 99% des fûts de rhum sont en général des fûts de Bourbon. Et moi, l'idée, c'était de se dire, mais les origines du rhum, c'était pas ça, c'était plein de fûts. Et est-ce qu'on peut retravailler cela avec des grands maîtres distillateurs? Je pense à Thierry Gardère, par exemple, de Barbancourt, qui a été un maître pour moi. Je pense aussi à Laurie Barnard, qui a été un maître pour moi, qui était à Sainte-Lucie, et des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a distillé ensemble, on a échangé des fûts, ils sont venus à Cognac. On a la fille de Thierry Gardère qui maintenant gère la distillerie et quelqu'un qui a travaillé chez nous. Donc, un rapport très symbiotique. Et moi, je suis un maître de chai qui a été formé à Cognac. Les maîtres de chai, on a à peu près une vingtaine, 25 à travailler, ou plus maintenant. Et j'ai été formé, vous savez que la maître de chai à Cognac, c'est 20 ans, où tous les jours, on déguste 60 cognacs et pour les reconnaître, travailler, assembler. Et le cognac, le rhum, pour moi, c'était un coup de foudre. J'étais assez jeune et c'était un coup de foudre pour beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est bien sûr cet aspect magique et culturel et technique du rhum, notamment au niveau de la distillation et des fermentations. Vous savez, à Cognac, il y a vraiment des vrais savoirs du spiritueux. Et cependant, j'ai appris énormément sur la fermentation. Et donc, on a commencé cette gamme, la marque Plantation, où on fait des expressions, on va chercher justement ces vieilles pratiques du rhum. On essaye d'aller chercher, justement, on parlait sur le type de fût. Et l'idée, c'était de se dire, et on travaille sur une base de négoce. Quand on est distillateur, on a nos propres vignes à Cognac. Quand vous pouvez choisir les fûts qui vous plaisent, c'est un luxe. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. Mon rêve, c'était de travailler à la distillerie et on a économisé pendant des années. On est une maison familiale, la Maison Ferrand, et on a fait le grand saut il y a quelques années en rachetant la distillerie West Indies Rum Distillery. Et je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une distillerie qui a distillé pour beaucoup de gens dans le passé, notamment la British Navy, pendant des années. Si vous étiez un marin anglais, vous buviez du rhum de la Barbade, de West Indies Rum Distillery, pendant plus d'un siècle. Et ils voulaient du rhum de qualité. Je suis en train de finir un livre avec un monsieur qui s'appelle Matt Pietrek sur l'histoire du Navy Rum, parce que c'était la paye du marin et il voulait des produits de qualité. Il ne voulait pas être payé avec des roupies de Sansonnet. Il voulait un rhum de qualité. Et cette distillerie, c'est une vieille dame qui est au bord de la plage, que je trouve absolument superbe, qui est une distillerie du 19e siècle. Et on va faire un petit voyage, non seulement à West Indies, mais aussi sur d'autres crus. Alors, la Barbade, j'ai une petite surprise pour vous, vous verrez, qui est un produit spécifique que j'ai amené aujourd'hui. Et là, on va parler des single casks, qui sont des single casks de plantation. Plantation, on a des assemblages. Qu'est-ce qu'on fait avec un assemblage? On veut vous montrer quelque chose qui soit équilibré, bien balancé, et qui est le reflet d'un terroir. Avec les millésimes plantation, un assemblage, c'est comme un plat bien préparé. Les millésimes, c'est du sashimi. C'est une tranche dans l'état, la matière. Et là, on est sur des single casks où on travaille sur les 2 techniques, suivant l'expression, mais on va chercher des utilisations de fûts qui sont complètement
en deuxième vieillissement, au troisième vieillissement, qui sont autre chose que le bourbon. Ici, du cognac, mais aussi le Banyuls, le Madère. Je travaille avec des fûts de bière, je travaille avec 50 mètres distillateurs, maîtres assembleurs. Roselier, j'y pense parce que je les ai vus tout à l'heure. On s'est éclaté sur un single cask qu'on a fait dans leur fumée, qui est absolument incroyable. Eux utilisent aussi nos fûts. Je pense à Distillerie Mars pour les amateurs de whisky. Au Japon, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux, par exemple, etc., avec beaucoup de professionnels, Tilling et d'autres. Voilà. Donc voilà un petit peu cette aventure, et je vais vous emmener sur ces 3 terroirs en particulier et vous donner quelques petits secrets, parce que j'ai le droit maintenant de vous dire des choses. À l'origine, c'est une culture assez secrète, la culture du rhum, et en même temps, moi je pense, et c'était pareil à Cognac quand j'étais un très jeune, et je pense que le plaisir vient avec le savoir. Donc on va faire un petit brush-up, et à la fin, donc ces 3 vieux millésimes, on a ici une pièce de musée, par exemple le 1995, qui est un Jamaïque. On a amené une expression, on a voulu travailler un produit où on travaille un rhum avec des noix de coco, mais pas des arômes, avec les vraies noix de coco. On n'a pas assez de noix de coco, on n'en fait que pour la Barbade. Donc pour en boire, il faut être à la Barbade. Il n'est absolument pas disponible dans le reste du monde. Mais j'ai voulu vous montrer ce que c'était, un truc qui n'était pas sucré, qui était fait avec la noix de coco et qui était sec et qui avait des expressions intenses à 40%. Ce sera au moment de se quitter. Je vous montrerai ce produit qui est arrivé dans les valises de l'équipe, voilà, depuis la Barbade. Donc très rapidement, c'est l'équipe, voilà, je vous ai parlé de l'équipe Ferrand, on voit un petit peu les différentes personnes, on voit Flovia ici, qui est la première maître distillateur de l'histoire de la Jamaïque, qui est une femme très, très, très talentueuse, qui travaille avec nous. Ici, on voit l'équipe de la Barbade, ici sur différentes photos. Et là, on voit cette colonne toute déglinguée de Fidji, on en parlera plus tard, qui est une colonne canadienne qui est arrivée il y a très longtemps. Et quand une porte est défoncée, ça c'est les portes originales, on change avec une porte de Tankhalais. Et ça fait partie de l'histoire de cette colonne qui lui donne aussi sa personnalité et son goût. Là, on va aller à Trinidad et on va goûter un premier rhum. Vous allez voir. Alors, ici, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des rhums à plein degré, je pense qu'ici, on a des gens. Ici, souvent, les single casks sont des rhums qui sont souvent à plein degré. Donc là, à Trinidad, on est sur un rhum qui est à 64,3% d'alcool. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des rhums très texturés, très intenses, pensez que vous pouvez moduler cette intensité par la distance que vous mettez entre votre nez et le verre. Pour trouver ce niveau de confort. Et même chose en bouche, si vous n'avez pas trop l'habitude des rhums qui sont entiers comme ça et à plein degré, une petite goutte suffit ou même, pour exploser comme ça en bouche. Quand vous devenez plus vieux comme moi et que vous en avez bu beaucoup, vous cherchez cette intensité et vous allez chercher plus loin. Et ça, c'est tout un cheminement et on ne s'arrange pas en vieillissant, vous verrez, et sur cet aspect. Et certains m'ont posé la question, on peut utiliser quelques gouttes d'eau. Et je dis toujours, faites attention à l'eau. Je n'ai pas regardé l'étiquette sur celle-là, mais je pense que c'est la bonne, connaissant les organisateurs. Il ne faut pas des eaux dures pour un spiritueux. Il faut toujours des eaux qui ont très peu de calcaire. Voilà. Donc voilà le Trinidad. Ici, vous avez la fiche technique qui va réapparaître sur Trinidad pour vous donner un petit peu les éléments qui sont là. Alors avec Plantation, on est très transparent. On pense que oui, c'est bien d'aller chercher ces vieilles techniques. Ici, on est sur un Trinidad qui est vraiment le Trinidad de Plantation, qui est un rhum très intense pour Trinidad. Pourquoi ? Parce que sur la colonne de distillation, on va chercher certains éléments sur des plateaux plus bas, on travaille avec eux, qui font ces Trinidad, d'habitude, sont plutôt légers. Ici, vous avez, oui, cette élégance, mais on a un goût avec beaucoup d'intensité, beaucoup de générosité, un Trinidad très charnu que moi, j'adore. Et là, vous savez, moi, quand j'aime quelque chose, je mets ça dans un petit tiroir dans ma tête. Et quelquefois, quand je m'endors, j'arrive à réouvrir ces tiroirs et les déguster sans les boire. C'est le travail d'un maître de chai. Je vous encourage avec ça. Ça coûte déjà beaucoup moins cher quand vous avez des rhums absolument exceptionnels. Et là, ça fait partie d'une expression assez rare dans son intensité par rapport au cru, mais qui reste cette floralité, ce goût très spécifique de Trinidad. Ici, on voit, vous voyez, ils ont une colonne qui est assez industrielle à Trinidad. Donc, quand on goûte ça, on se dit, ils n'ont plus d'alambic. Et parce que Trinidad est une île assez moderne qui s'est jetée comme ça dans les colonnes. Et en fait, un maître distillateur, il sait ce qu'il fait. Et même avec un outil comme ça, il va aller chercher sur des plateaux plus bas certaines séquences qu'il va réassembler avant de vieillir. Et moi, quand j'ai discuté avec le maître distillateur, quand j'ai goûté certaines expressions, je dis, ne me dis pas que ça passe dans les 4 colonnes, c'est pas possible. Et alors, après quelques visites, il m'a dit, je vais te montrer. Et c'est pour ça que le Plantation Trinidad est le Plantation Trinidad. Voilà. Donc, voilà l'équipe à Trinidad avec Andrew qui gère la Barbade pour nous. Ici,
Trinidad aussi a un vrai savoir sur le travail du bois. C'est eux qui réparent leurs propres fûts. C'est important pour une distillerie de savoir travailler ses fûts pour avoir des fûts de qualité. Et Trinidad fait partie des rares distilleries comme la nôtre West Indies qui travaillent encore ses fûts et qui les réparent. Voilà, ils font aussi leurs propres caramels eux-mêmes, etc. Maintenant, comme on a un temps assez limité, alors là, je vous fais un grand voyage. On va à Fidji. Et là, vous allez attraper Fidji. Et Fidji, c'est aussi un terroir que j'adore. Et Fidji, c'est un terroir qui est reconnaissable parmi 1000. Vous avez tous les rhums. Alors, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais les rhums, vous avez 2 registres aromatiques extrêmes du rhum qui sont soit les fruits exotiques, pensez à un Jamaïque, on verra tout à l'heure, soit plutôt l'aspect gingembre, pain d'épices, chocolat amer. Pensez par exemple à un Demerara pot still. Et alors, chaque culture est plutôt sur l'un, sur l'autre. Et alors, Fidji, ils prennent la stéréo et les potentiomètres et ils mettent tout à fond. Ils mettent à la fois l'aspect sur le fruit et à la fois sur ces éléments très texturés, épicés, etc. Et là, vous avez un exemple même d'un Fidji, encore une fois, qui est à un degré naturel de 65,6. Je vais vous donner un petit, pour les super geeks, les informations techniques sur ce produit. Celui-ci, il est distillé 100% en alambic. C'est un alambic à retort, qui est un alambic qui distillait avant du whisky en Nouvelle-Zélande. Et un copain à moi qui est chaudronnier l'a adapté pour le rhum en faisant des retorts. Et à Fidji, ils ont tellement aimé ça, ils en ont commandé un deuxième, qui était le grand frère ou la grande sœur de cet alambic. C'est un chaudronnier de génie qui s'appelle John Doerr, qui fait, j'aime beaucoup le travail de John Doerr au niveau des alambics. Et ici, encore une fois, on a un rhum extrêmement texturé, très intense. Mais vous êtes d'accord, quand vous comparez l'un et l'autre, on est sur 2 mondes complètement différents. On a Trinidad, l'élégance, là, dans son expression assez musclée. Mais ici, on a un Fidji, on est tout à fait sur un nom de monde au niveau gustatif, avec des méthodes de fermentation complètement différentes. Ici, on a l'équipe de Fidji, ils sont incroyables. J'ai failli passer tout le Covid à Fidji. Ma femme me disait, rentre, les avions, tout s'arrête. Puis je me dis, bon, si je suis coincé à Fidji, il y a pire, finalement. Bon, mais à la dernière minute, quand même, je suis là, je suis venu, et c'est une super équipe et qui travaille vraiment très bien. Le maître distillateur, maître assembleur, Liam Costello, est une espèce de fou, franchement, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup travailler avec lui. Et il va justement chercher ces vieilles techniques, et il continue à faire les choses telles qu'ils l'ont fait depuis des années. Ils ont bien sûr un climat tropical avec une fermentation très particulière qui leur est propre. Vous voyez cette vieille colonne qui est toujours là, on se demande, c'est un miracle qu'elle marche encore et elle fait des super rhums. Ici, on est sur l'alambic à retort, qui sont comme ça. Au lieu de distiller une fois, puis après on a fini, on redistille une deuxième fois. Il y a un système retort qui a été inventé par un Gascon, figurez-vous, qui est revendiqué bien sûr dans les Caraïbes, mais c'est la beauté du rhum, on est allé chercher partout. Et un type qui s'appelait Édouard Adam, qui a failli d'ailleurs finir sur l'échafaud, heureusement non. Il a inventé un système en disant un alambic peut nourrir l'autre par la chaleur du premier. C'était à l'époque de la Révolution. Les gens ne savent pas trop ça, mais effectivement, et on retrouve ça dans les Caraïbes, vous avez un alambic qui nourrit l'autre. La distillation sur place se fait à biomasse. C'est des arbres qui sont utilisés pour distiller. Il n'y a pas d'importation de pétrole ni de gaz. En général, les distilleries distillent soit au pétrole, soit au gaz. Nous, on essaye de travailler, je vous le montrerai, ils ont une filtration spécifique avec la méthanisation, une filtration spécifique sur des noix de coco, mais les l'extérieur, le bois, ils font un charbon actif avec et ils filtrent avec ça, qui est une méthode qu'ils ont à eux. Alors maintenant, je vous emmène en Jamaïque. On voit que celui qui a fait cette super belle présentation, qui est Jonas ici, on voit qu'il est d'origine belge, quand on a la comparaison que la Jamaïque, c'est un tiers de la Belgique. et donc, la Jamaïque, c'est un terroir qui est complètement aussi unique. Et qu'est-ce qu'on va chercher en Jamaïque? C'est le pays où on va chercher les esters, les éléments du fruit. Et ça, on le fait comment? Par des fermentations très spécifiques, souvent des fermentations très longues. Et aussi, des Jamaïcains classiques ne distillent qu'en alambic. Je sais que 90% maintenant des volumes jamaïcains sont en colonne. Cependant, la culture jusqu'aux années 60 de la Jamaïque, 1960, c'était l'alambic. À part une exception historique, parce que c'était une petite colonne qui était à Long Pond, les expressions plantation sont en alambic, parce que pour moi, et je le dis de façon respectueuse, la Jamaïque, c'est ça. Et là, on a une expression
très particulière, qui est franchement, je vous le dis, une pièce de musée, hein, qui est un très vieux rhum distillé dans ce John d'Or. Rappelez-vous ce chaudronnier dont je vous parlais, qui a œuvré et qui a commis les alambics à Fidji. Il a aussi fait ceux alors maintenant c'est un vieux monsieur qui est retraité, mais ceux aussi de Long Pond, mais aussi au Pérou, Cartavio par exemple, mais aussi à Sainte-Lucie, etc. Donc ici on a, vous voyez, ça c'est le poids du rhum. Il faut savoir qu'une vodka industrielle, ça pèse 8 grammes par hectolitre, d'accord? Les éléments gustatifs. Là ici vous êtes à 2000. Bon, vous voyez, la loi impose 200 minimum pour le cognac, on est souvent à 600, 700, 800. Ici on est à 2000. Donc on est sur un rhum d'une intensité exceptionnelle, qui est encore une fois une pièce de musée, qui est livrée ici à un degré important, hein, puisqu'on est presque à 70%. Donc encore, là, on est sur des rhums très techniques, qui sont ceux qui ont été choisis d'ailleurs par la Maison du Whisky, qui vont être disponibles en France quand on fait la single cask. Chaque année, on a ces expressions uniques. Ici, ils sont disponibles, je ne dis pas de bêtises, hein, Jonas et Hugo, disponibles en France, et donc sur des séries bien sûr très limitées. Chaque année, le single cask encore va chercher, comme je vous le dis, des expressions uniques avec des vieillissements qui vont chercher sur ces techniques anciennes qui sont autres que juste le bourbon. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc là, sur un rhum très puissant, la Jamaïque a des marques. Les marques, c'est des recettes de fermentation qui sont un actif d'une distillerie. Là, moi, je suis distillateur à West Indies Rum Distillery, à la Barbade. On est propriétaire d'un tiers de ces 2 distilleries à Jamaïque. Dans l'actif, vous avez ces recettes qui sont des marques, qui sont des initiales, qui vous appartiennent et qui vous permettent de faire des rhums spécifiques qui, en général, étaient des marques pour les grands assembleurs qui assemblaient, notamment pour la British Navy, etc. Et là, vous êtes sur une expression single mark qui s'appelle le STCE. Alors, on a les super geeks qui arrivent à retrouver pourquoi ça s'appelait comme ça. C'était l'héritage d'une autre distillerie que Long Pond avait racheté et qui avait racheté dans l'actif une recette de fermentation qui permet d'avoir ce goût absolument incroyable. Vous voyez, les fermentations ici sont des vats de fermentation. Ceux-là, ils ont 1 siècle, 120 ans. Malheureusement, ils ont brûlé en 2017. On les a reconstruits, hein, ici, vous voyez. Et là, vous voyez ces fermentations ouvertes. Là, vous voyez la même chose, mais remplies. Hein, donc, c'est des fermentations très, très particulières, qui sont très longues, qui permettent d'aller chercher, par la combinaison de l'acidité et de certaines bactéries, des recettes très, très secrètes, qui permettent d'aller booster ces éléments qu'on a ici, que vous sentez, qu'est-ce que vous sentez, les éléments du fruit, les éléments de fruits exotiques, d'ananas, de bananes, etc. Et là, vous avez une expression, je vous assure, vraiment exceptionnelle. 1995, Long Pond, STCE, rappelez-vous-en, il n'y en a pas énormément qui restent. Mais vous savez, j'essaye toujours de garder les fûts, mais ma femme me dit, tu ne peux pas tout garder. Donc, des pièces de musée comme cela, il nous arrive justement effectivement d'en vendre. Vous voyez ici ces vieilles salles de fermentation qui permettent de travailler ce truc-là. On a eu un feu en 2017 qui n'a pas brûlé la distillerie, mais cette vieille salle 18e et 19e. Mais fort heureusement, grâce à des amis mexicains, on a réussi à retravailler ces foudres exactement dans le même bois, exactement avec les mêmes techniques. C'est des foudriers mexicains qui nous ont permis de restaurer Long Pond, cette distillerie mythique, de la restaurer exactement comme elle était. Alors, ils n'ont pas pu s'empêcher de signer Mexico Jamaica. Je trouve que c'est sympa comme tout, parce que dans un siècle, je pense que les gens vont se dire que c'est bizarre. Et c'est des génies. Alors, vous voyez, ici, on utilise des cannes qu'on met dessus pour récupérer certaines levures, des champs de cannes. C'est des recettes absolument secrètes. Cette photo, je vous la montre. Normalement, je ne peux pas. Enfin, je peux parce que je suis de la distillerie, mais quelqu'un d'autre ne pourrait pas la publier, par exemple. C'est des présentations particulières. Donc voilà l'équipe de la distillerie. Alors, on va se dépêcher parce qu'il me reste très peu de temps, je crois, et vous montrer. Alors ici, je suis quand même assez fier, rapidement, je vais vous dire, de vous montrer ici Martha. Martha qui, on a perdu malheureusement d'un névrisme, le patron de National Rum of Jamaica, qui gère nos 2 distilleries à la Jamaïque. Et quand il est décédé, on a décidé de promouvoir Martha, qui est une dame qui est exceptionnelle, une dame du rhum, et qui est la première femme à être à la tête non seulement d'une, mais de 2 distilleries dans les 350 ans de l'histoire du rhum à la Jamaïque. Donc Martha, c'est une grande dame. Ici, Vivian Wisdom, qui est un maître distillateur. Il sera là demain, si certains s'intéressent. Je fais une présentation. Vivian est là, c'est un grand maître de la distillation, qui a distillé à Hamden, qui a distillé à Clarendon, qui a distillé à beaucoup de distilleries, qui est dans notre équipe maintenant. On va finir très rapidement avec West Indies Rum Distillery.
celle où je travaille en général une semaine par mois quand il n'y a pas le Covid. Donc c'est cette distillerie. On a un alambic ici qui s'appelle un alambic à chambre, qui a été dessiné en 1850 aux États-Unis. C'est le seul qui reste. Ce n'est pas un alambic retort, ce n'est pas une colonne, c'est un alambic complètement unique. Il n'y en a plus qu'un qui reste et il est à la distillerie. Ça a été inventé par les Américains sur la côte Est et il ne marchait plus quand on a racheté la distillerie. On l'a réparé et donc l'année prochaine peut-être ou l'année d'après, on vous fera goûter. Et quand vous achetez du plantation, vous avez à chaque fois une part de rhum alambic qui est distillé dans le Hall Greg, qui est un alambic qui a été construit en 1850. On voit les rivets comme ça qui viennent dater cet alambic. Voilà. Et là, je voulais vous montrer ça, je n'ai pas pu m'empêcher. Et merci Jonas d'avoir mis. Il y avait sur un rond-point au niveau du parking ce vieil alambic. Je fais venir ce chaudronnier dont je vous ai parlé. Je dis, tu peux me donner l'histoire de cet alambic? Il m'a dit, voilà, cet alambic, il est du XVIIIe siècle. Et donc j'ai passé toutes mes vacances cet été à aller chercher dans les archives et redessiner certaines parties qui manquaient. J'aime bien dessiner les alambics qu'on utilise. Et on a des chaudronniers qui vont nous refaire cet alambic qui est mythique, qui s'appelle le Rockley, qui appartenait à une plantation, le Rockley, au XVIIIe. Et je suis heureux de vous dire que d'ici 6 mois, le Rockley distillera à nouveau. Voilà, on voit qu'il est très vieux parce que vous voyez les rivets qui sont posés à la main, avec les joints qui ont été cimentés, on les décimente et on les soude à nouveau. Et vous allez avoir cet alambic qui distillera à la Barbade. Très rapidement et pour finir, on a des archives à West Indies Rum Distillery qui expliquent l'histoire de la fabrication du rhum à la Barbade depuis 1893. Et là, pour nous, c'est une source d'inspiration fabuleuse pour plantation, pour aller chercher justement, puisque maintenant, vous êtes là, il y a des gens qui s'intéressent au rhum et aller rechercher les goûts profonds du rhum et non pas juste un rhum léger. Et là, ça nous permet de réactiver ces techniques ancestrales avec le petit Rockley. Il fait 9 mm d'épaisseur. Un alambic que vous l'achetez maintenant, il fait 4,5. Donc, il s'affine avec le temps. Et là, vous avez ces alambics assez magiques qui a certainement encore un siècle de capacité de distillation. Alors là, maintenant, on va goûter pour finir le cut and dry. À la Barbade, vous voyez tous les gens qui boivent de l'eau de coco, et souvent de l'eau de coco et du rhum, et ils jettent la coco quand ils ont fini, et ça me disait, mais c'est fou. Et puis moi, je pense savoir, bien connaître mon métier, j'ai travaillé sur différentes expressions. Pourquoi on ne fait pas un rhum qui soit sec, bien foutu, et qui soit fait avec vraiment le fruit et pas des arômes? Et ça, je pensais qu'en 15 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, on allait le faire. Ça m'a pris 3 ans. Je déteste l'échec. Et avec l'équipe. Et là, on y est enfin arrivé en utilisant des fruits très, très mûrs. Et on a fait ce rhum qui est disponible qu'à la Barbade parce qu'il faut une noix de coco extrêmement mûre par bouteille. Donc, et là, on plante des cocotiers parce qu'ils l'adorent sur place. Et je trouvais que c'était sympa d'emmener dans les bagages quelque chose qui soit complètement naturel et qui soit fait à 40% d'alcool comme il se doit pour ce type de produit, qui soit fait vraiment avec la matière et le rhum. C'est un rhum d'assemblage pot still et colonne, avec beaucoup très charnu. Et là, on est en train de planter des cocotiers. Il y a les Nations Unies qui nous aident pour faire ça. On est classé Bonne Sucro, je n'ai pas le temps de développer. Mais le rhum, ça peut être aussi beaucoup de souffrance, sachez-le. C'est très important pour mes équipes de s'assurer que toutes nos matières premières viennent d'endroits où les gens sont respectés, qu'il n'y ait personne qui meurt dans les champs de canne, etc. C'est un sujet dont je pourrais vous parler longtemps. C'est un agrément Bonne Sucro très très important. On a été la première distillerie à être Bonne Sucro Chain of Custody, et c'est quelque chose d'important, je crois, pour le futur du rhum. L'humain est au centre de tout. C'est le cultivateur qui m'a appris la noix de coco. Il a 80 ans, mais ce Nichols, avec le président de l'association de la noix de coco à la Barbade. On passe beaucoup de temps ensemble justement sur ce projet que je voulais vous faire déguster. Voilà, avec le maître distillateur Don Ben, avec qui on a travaillé pendant longtemps sur ce petit projet de départ qui nous a beaucoup amusés. Et on voulait faire un rhum très très sérieux avec justement des matières assez agréables, assez faciles, sur une base de rhum vraiment qualitative. Voilà en quelques mots. Voilà le rhum, voilà sa richesse. Sa richesse, c'est ses diversités historiques et de culture. Et le travail, toutes les années qui restent et celles qu'on a passées, sont justement d'aller chercher ces événements, d'aller chercher ces choses. On est une entreprise familiale avec une équipe complètement engagée par rapport à ça. Et pour ceux qui adorent le whisky, venez voir le rhum, mais par pitié, ne demandez pas au rhum d'être comme le whisky. Le rhum, c'est une autre culture, c'est des autres pratiques, c'est une autre personnalité, c'est une beauté à part entière qu'il faut apprendre comme un langage. Et ce langage du rhum est un langage absolument multiple et fascinant. Je l'ai appris il y a très longtemps
Et pour ceux qui s'intéressent, je vous montrerai, l'équipe arrive aujourd'hui. C'est des gens qui font ça depuis des siècles et qui font des produits absolument exceptionnels et qu'il faut apprendre en même temps que la culture. J'ai voulu vous montrer 3 crus, 3 terroirs. Et vous voyez ces terroirs. Alors, peut-être vous vous sentez forcé de vous dire j'aime celui-là plus que celui-là. Moi, je m'interdis toujours cela parce que je trouve que justement, quand on va chercher ce langage de chaque terroir, on a accès à des choses et des expériences absolument exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.